Tout a commencé en mai 2019 sur Internet. Sur un fil de discussion du forum anglophone 4chan, un utilisateur propose de partager des images inquiétantes qui inspirent un profond malaise. L'une d'elles retient immédiatement l'attention. Il s'agit de la photographie d'une grande pièce vide qui ressemble à un bureau abandonné. Ses tapisseries sont d'un jaune terne et maladif, et des néons blancs d'une lumière très vive éclairent ses couloirs. Alors vous allez me dire que ce cliché ne montre vraiment rien d'exceptionnel. Mais pourtant, il laisse aux utilisateurs du forum une drôle d'impression, ce que l'on pourrait nommer une inquiétante étrangeté, un concept proche de celui qu'on va retrouver dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe ou d'autres récits fantastiques. C'est l'idée que tout est normal, mais que pourtant quelque chose ne va pas. Les cloisons jaunâtres, la moquette usée, l'éclairage artificiel montrent un espace familier, conçu pour l'humain, mais pourtant sans la moindre activité, comme s'il avait été abandonné après sa construction et que personne ne l'avait jamais utilisé. Très vite, un autre utilisateur de 4chan cherche à mettre des mots sur le trouble qu'il ressent à la vue de cette image. En quelques lignes, il va poser les bases de ce qui deviendra la première description de l'univers des backrooms. Si vous ne faites pas attention et que vous noclipez de la réalité dans les mauvais endroits, vous vous retrouverez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur des vieilles moquettes humides, la folie du monochrome jaune, le bruit de fond incessant des néons au maximum de leur intensité et environ 1 550 000 km² de pièces vides, segmentées au hasard pour vous piéger. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer près de vous, car il est certain que ça vous a entendu aussi. La photo de ces bureaux vides va devenir le premier niveau des backrooms. L'étage 0, aussi appelé le lobby. C'est le point d'entrée emblématique vers cette réalité parallèle à la nôtre, presque identique, mais vide. Alors l'univers des backrooms peut se situer dans un certain genre d'horreur qu'on appelle l'horreur liminale. Aujourd'hui, les backrooms constituent le modèle le plus connu de cette esthétique, dite des liminal space. Elle appartient à un genre d'horreur qui explore l'angoisse face à des espaces vides qui s'avèrent à la fois familiers et profondément étrangers. À mesure que l'on s'y enfonce, ces lieux s'altèrent. Ils deviennent de plus en plus dysfonctionnels, comme s'ils avaient été créés par autre chose, par une entité dont les intentions nous échappent. Ce type d'horreur connaît un engouement depuis 2019, donc il coïncide avec la période Covid, où les gens ont justement assisté à ce malaise de voir leur lieu de vie se vider. Ce type d'horreur suggère que nos espaces modernes, centres commerciaux, open space, parking, usines, perdent leur sens et deviennent absurdes dès qu'ils sont désertés par les humains. Dans l'horreur liminale, ces lieux sont mis à nu. Privés de leur fonction purement utilitaire, ils deviennent des structures vaines, sans âme, qui continuent d'exister sans avoir aucune raison d'être. Et puisqu'il n'y a plus personne pour leur donner un sens, la réalité elle-même finit par se dérégler. Les repères habituels se brouillent, les bâtiments perdent leur cohérence. Ils deviennent labyrinthiques, le temps se distord. On voit apparaître des choses qui n'ont plus aucun sens, comme des portes au plafond, ou qui donnent sur des endroits qui ne mènent nulle part. Les objets et les éléments venus d'autres époques se mettent à coexister, sans aucune explication. Vous pouvez tomber par exemple sur une vieille machine à écrire, un silex de l'époque préhistorique, ou un grimoire venu de l'âge médiéval. Et les humains que l'on croise appartiennent parfois à des zones géographiques très éloignées de la nôtre, voire à d'autres époques. Tout semble se confondre dans un seul et même endroit. Mais si le vide est la principale source d'angoisse des espaces liminaux, ainsi que le non-sens, ils ne sont pas toujours synonymes de solitude absolue. Les espaces liminaux abritent souvent des entités aux formes grotesques, qui représentent des menaces très concrètes. Elles ne se manifestent presque jamais frontalement, ou en tout cas, elles vont prendre du temps avant d'apparaître. Elles se signalent d'abord par des bruits au loin, des grognements, des cris, des bourdonnements. Ces présences envahissent peu à peu l'espace sonore et rendent l'isolement encore plus oppressant pour ceux qui errent au sein des backrooms. Les rencontres restent rares, mais elles sont très souvent hostiles et mortelles. Face à ces créatures dont la nature nous échappe complètement, l'impuissance est totale. On a une petite idée de la manière dont on pourrait se défendre contre un loup-garou ou un vampire, mais comment se défendre contre une chose que l'on ne comprend pas et que même des œuvres de fiction anciennes n'expliquent pas. Alors si le concept d'horreur liminale est particulièrement connu depuis les backrooms, il s'appuie en réalité sur une tradition littéraire de l'horreur qui est plus ancienne. On peut citer les premiers germes de ce genre chez par exemple Franz Kafka avec Le Château,
photos qui montrent des espaces bureaucratiques interminables, absurdes et très angoissants. On retrouve aussi cette idée dans certaines nouvelles de Lovecraft, avec des lieux vides, souvent antiques, qui sont profondément inquiétants. L'un des romans d'horreur les plus connus qui exploite aussi les espaces liminaux, c'est La Maison hantée de Shirley Jackson, qui paraît en 1959. Dans ce roman, la maison elle-même est perçue comme un monstre. Son architecture est bizarre, elle a des angles impossibles, des pièces qui désorientent et donnent le sentiment d'être perdu dans un espace vivant. C'est probablement le meilleur précurseur de l'idée d'espace liminal avant l'ère moderne. On peut également citer la nouvelle Les Langoliers de Stephen King, qui paraît en 1990 dans un recueil de nouvelles intitulé en français Minuit 2, et qui, je trouve, présente déjà beaucoup d'aspects communs avec les backrooms, puisque on a un avion qui atterrit dans un aéroport complètement vide, et on va suivre plusieurs voyageurs qui se retrouvent dans cet espace où rien ne se passe. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, et c'est particulièrement oppressant parce que tout au long de la nouvelle, et donc du TV-film aussi, on entend un bourdonnement au loin, quelque chose qui approche, qui semble menaçant, et qu'on ne verra qu'à la toute fin de l'histoire, et qui s'avérera effectivement très menaçant. Et bien sûr, nous avons le roman le plus célèbre de l'idée d'espace liminal, qui est La Maison des Feuilles de Mark Danielewski, publié en 2000. C'est surtout lui qui a popularisé et modernisé l'idée d'un espace architectural vivant, impossible, qui s'étend, se déforme et désoriente complètement le lecteur autant que les personnages. Depuis les années 2020 environ, le genre de l'horreur liminale s'est plutôt bien développé dans le monde anglophone. En France, nous n'avons pas encore beaucoup de livres de ce type traduits, mais je peux au moins citer le titre C'était notre maison de Marcus Cleaver, qui a été publié aux éditions Charleston en 2025, et qui est un héritier assez proche de La Maison des Feuilles. Mais revenons aux backrooms. L'idée des backrooms a suscité dès son début un engouement très fort sur Internet. Et un fandom s'est très vite développé sur Reddit pour en parler et développer cet univers bien au-delà du niveau 0. Très vite, 2 autres étages vont être imaginés. On a d'abord le niveau 1, plus couramment appelé la zone habitable, qui est composé de couloirs en béton blanc et d'un parking vide, à moitié inondé, avec d'étranges flaques d'eau qui ne semblent pas vraiment, d'ailleurs, être de l'eau. On a aussi le niveau 2, appelé Rêve de tuyaux. Il évoque les sous-sols sombres d'un local technique. On s'accorde généralement à dire que 10 étages sont à peu près fixés. Pour le reste, il n'y a pas vraiment de règles. Grâce à un système d'écriture collaborative, l'univers des backrooms s'est développé à l'infini. Et il compte désormais 1 millier d'étages, tous imaginés par des contributeurs anonymes. De la même manière, 2 nouvelles entités sont régulièrement répertoriées dans l'univers. Certaines, cependant, sont devenues très emblématiques et sont des incontournables de l'univers des backrooms. Je pourrais citer le Smiler, un étrange sourire fluorescent qui apparaît sur les murs, dans les espaces sombres. Il est très déconseillé de frôler les murs dans les backrooms, car un Smiler pourrait apparaître et vous emporter. Il y a aussi le Hound, une créature mi-humaine, mi-canidée, une sorte d'humain aux longs membres, qui marche à 4 pattes, avec des yeux vides, et qui est profondément menaçant. Je pourrais en citer une dernière, le Skin Stealer, c'est-à-dire le voleur de peau, qui prend l'apparence des humains qu'il dépaisse. Le fil de discussion Backroom sur Reddit rassemble à l'heure actuelle plus de 340 000 membres, qui participent activement au développement de cet univers. Finalement, ce qui n'était à l'origine qu'un mème internet prend la forme d'une mythologie moderne que chacun peut s'approprier et compléter. En janvier 2022, le phénomène Backroom a franchi une autre étape avec la mise en ligne du court-métrage The Backrooms Found Footage sur la chaîne YouTube de Ken Parsons, qui était alors un adolescent de 16 ans connu sous le pseudonyme de Ken Pixels. Sa vidéo a rencontré un succès immédiat et elle a étendu l'univers des backrooms au-delà des fandoms internet de Reddit. Après ce premier succès, Parsons développe une série de courts-métrages avec une trame narrative plus structurée. Il crée sa version personnelle des backrooms qui s'oriente davantage vers la science-fiction que vers l'horreur. Il met notamment en scène Async, une organisation fictive qui aurait ouvert un portail vers les backrooms dans les années 1980 afin d'y mener des recherches. Et après plusieurs années d'attente, une adaptation cinématographique réalisée par Ken Parsons est annoncée pour mai 2026 aux États-Unis et juin 2026 en France.
Ce passage au grand écran marque une nouvelle étape pour l'univers des backrooms. Ils quittent définitivement leur berceau numérique pour aller à la rencontre du grand public dans les salles obscures et pour s'inscrire plus durablement dans la culture populaire mondiale. Alors pourquoi je vous parle des backrooms ? Chaque année, les éditions luciférines sortent une anthologie dont le but est d'explorer un nouvel aspect de l'horreur, une nouvelle façon de l'écrire, de l'envisager, de la renouveler. À ce titre, l'univers des backrooms et plus largement le renouveau de l'horreur moderne qu'il incarne offre un terrain d'exploration littéraire particulièrement riche. C'est l'occasion d'explorer un vrai malaise moderne qui est ressenti par les générations actuelles. L'idée d'être dans un monde moderne qui offre beaucoup de possibilités, mais qui à la fois paraît vide, vain, dénué de sens. Et c'est ce malaise-là que les backrooms expriment. Une difficulté que nous avons cependant rencontrée pour cette anthologie, c'est que l'univers des backrooms est un univers collaboratif, et donc rien n'est vraiment officiel. Il s'agit presque d'une nouvelle mythologie populaire. Mais cependant, notre but était de faire découvrir cet univers et de garder une certaine cohérence entre les textes dans notre anthologie. Nous avons donc fait le choix de nous concentrer sur les 10 premiers niveaux, ceux qui sont à peu près établis dans le lore. Vous pourrez cependant dans cette anthologie découvrir parfois d'autres espaces et d'autres variantes qui sont également répertoriées comme des sorties possibles de ces 10 premiers niveaux. Donc bien sûr, l'anthologie ne va pas proposer une version exhaustive de chaque niveau ou même des créatures qui les composent, puisqu'elles peuvent être variées et peuvent même changer selon les auteurs, mais nous avons néanmoins cherché à proposer un univers en accord avec les récits existants et enrichi par l'imagination de nos auteurs. Et comme je vous le disais, notamment avec Ken Person, au fil du temps, certaines extensions des backrooms ont introduit une dimension plus proche de la science-fiction et s'est écarté de son horreur première. Dans ces nouveaux récits, les backrooms deviennent un espace connu, exploré, maîtrisé, voire exploité par l'humain. Mais bien sûr, aux Luciférines, nous avons choisi de laisser cet aspect de côté. Notre but était d'inscrire ces textes dans une horreur liminale pure, où l'espace ne peut jamais être maîtrisé et où les personnages sont dans une logique de survie constante. Dans les textes que vous pourrez découvrir, personne ne connaît les backrooms, personne n'en a entendu parler et aucune issue n'est possible. Il s'agit d'un projet ambitieux puisque, comme je vous le disais, la littérature sur l'horreur liminale est encore assez peu développée en France et aucun projet de ce type n'a encore été réalisé. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à notre campagne Ulule pour en savoir plus et donner une chance à ce projet d'exister. Les éditions Luciférines, c'est une petite maison d'édition indépendante et associative qui s'autofinance avec chaque projet. Notre but, c'est de mettre en avant l'horreur et le fantastique, des genres qui ne sont, il faut le dire, pas très populaires en France, et là le risque est d'autant plus grand que beaucoup de gens, même amateurs d'horreur, ne connaissent pas encore l'univers des backrooms. Si vous aimez ce genre-là, si vous voulez soutenir un projet novateur, n'hésitez pas à contribuer à notre projet. L'univers des backrooms, il est intéressant parce qu'il permet de découvrir un nouveau genre d'horreur, une manière différente de celle à laquelle on est habitué d'écrire la peur. L'horreur liminale s'inscrit aussi dans une ambiance assez thriller, assez angoissante, avec des personnages seuls qui doivent survivre, qui sont en fait confrontés à leur solitude, au fait d'être seuls face à l'inconnu, de ne pas savoir comment survivre. Quand j'ai annoncé aux auteurs des Luciférines le projet, donc c'était bien avant de lancer l'appel à texte, ils étaient un petit peu perplexes. En fait, ils se sont plutôt inquiétés parce qu'ils me disaient « mais tu vas recevoir un tas de textes qui vont se ressembler. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent et d'original avec un personnage seul, piégé dans un monde inconnu ?» Et c'est justement ça qui est intéressant. L'horreur liminale, ça force vraiment à explorer l'intériorité d'un personnage, à explorer la peur sans aucun autre artifice. En fait, je pense que en termes d'écriture, c'est un exercice de style vraiment intéressant. Souvent, je le dis en tant qu'éditrice, quand on a des appels à texte, on remarque que les auteurs, parfois, oublient l'écriture et préfèrent chercher l'originalité dans l'univers, dans la chute, etc. Et on peut avoir des textes originaux, mais qui finalement ne nous font rien ressentir. Et là, l'exercice va vraiment se concentrer sur de quelle manière rendre prenant une histoire où fondamentalement, il ne se passe rien, mais où on a un personnage qui est épuisé, à bout, qui a peur et qui sait qu'il peut mourir à tout moment. Les backrooms, c'est donc du liminal horreur, mais au niveau de la manière dont nous, on a décidé de l'écrire, on intègre aussi ce qu'on appelle du survival horror. Donc des histoires avec des personnages dont le but va être de survivre à tout prix.
Alors comme je l'ai dit avant dans la présentation, c'est pas 100% nouveau. L'idée d'un espace dit non euclidien, qu'on ne comprend pas, de tomber dans une réalité parallèle, vide, étrange, angoissante, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des récits d'horreur dès le début du XXe siècle. On le retrouve notamment chez Lovecraft, mais on n'est pas encore dans des espaces modernes. On est plutôt dans des espaces étranges. Je pense que le premier à vraiment exploiter cette idée, c'est Kafka, avec Le Château. Par contre, si on va plus loin, l'idée d'espace liminal, d'espace incompréhensible, angoissant, on le retrouve dès la mythologie grecque, avec par exemple le labyrinthe du Minotaure, et on peut même retrouver un petit peu cette idée avec les enfers de Dante aussi, donc un univers un peu impossible, labyrinthique, dont on ne peut pas vraiment sortir. Si on aime bien l'idée d'être perdu, les huis clos angoissants, on peut se retrouver dans l'univers des backrooms et surtout dans son ambiance. Ce sont des récits qui sont profondément intérieurs puisqu'on est avec un personnage seul, parfois deux, mais surtout avec un personnage qui souffre, qui va être dans des états psychologiques extrêmes, des états physiques extrêmes aussi, et qui peut aussi parfois revoir sa vie, revoir les occasions manquées, etc. Parce que forcément, un personnage dans ces états psychologiques extrêmes, des fois dans des états physiques extrêmes, on va avoir des personnages qui tombent malades, qui vont être blessés très grièvement par des créatures sans possibilité de se soigner, et bien forcément, au bout d'un moment, leur psyché, elle va complètement décrocher. En tout cas, dans la manière dont nous on envisage les backrooms, il ne peut pas y avoir réellement de bonne fin, surtout sur des projets de nouvelles, parce que les personnages sont réellement piégés. Donc la seule bonne fin possible, c'est qu'ils survivent, mais finalement leur survie, c'est un sursis. Rien ne dit qu'ils survivront au prochain étage des backrooms. Donc si vous êtes prêts à vous aventurer dans l'univers des backrooms à travers notre anthologie, sachez une chose, vous ne pourrez pas en ressortir indemne.